Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui, puisque j'ai terminé toute cette première partie sur le contexte historique, la contextualisation historique des linguistiques cognitives, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à examiner quelques concepts spécifiques aux linguistiques cognitives et en particulier, donc, nous allons commencer par le concept de catégorisation. Alors, l'un des livres qui a, disons, enfin plutôt même le livre qui a introduit vraiment ce concept de catégorisation dans la linguistique cognitive, comme concept majeur de la linguistique cognitive, c'est ce texte de Lakoff, Human, Fire and Dangerous Things, sous-titre What Categories Reveal About the Mind, c'est-à-dire ce que les catégories nous révèlent de l'esprit. Alors, si on regarde les premiers mots de ce livre, je peux traduire cela, si vous voulez, ça nous donnera une première idée de ce qui est en jeu pour Lakoff dans cette réflexion sur la catégorisation, et vous allez voir que ce qui est en jeu, c'est la distinction entre ce qu'il appelle l'expérientialisme et qui correspond donc à sa position à lui, qui l'oppose donc à l'objectivisme. Alors, je traduis approximativement, hein, ce livre cherche à rassembler un certain nombre de preuves pour l'idée que la raison est embodied, donc incarnée, on peut traduire, incarnée, c'est-à-dire dans le corps, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps, qui est impliqué dans ce qu'on appelle la raison, et imaginative, et en particulier la preuve qui vient de l'étude de la façon dont les gens catégorisent. Les systèmes conceptuels sont organisés en termes de catégories et donc l'essentiel, si ce n'est toute notre pensée, implique ces catégories. La perspective objectiviste repose sur une théorie de la catégorisation qui remonte à la Grèce ancienne et qui toujours aujourd'hui est prise pour une vérité et non seulement comme étant vraie, mais aussi évidente et indubitable, inquestionnable. Cependant, les études contemporaines sur la façon dont les êtres humains catégorisent effectivement les choses, suggèrent que la catégorisation est une matière et quelque chose de radicalement différent et de plus complexe. Ce qui est le plus intéressant pour moi au sujet de ces études, c'est qu'elles semblent fournir des preuves de la perspective expérientialiste sur la raison humaine contre la perspective objectiviste. Prises une à une, ces études sont des choses que seuls les universitaires, auxquels seuls les universitaires pourraient s'intéresser, mais prises comme une totalité, prises ensemble, elles ont quelque chose de magnifique, c'est-à-dire la preuve que l'esprit est plus qu'un simple miroir de la nature ou un processeur de symboles. Donc, processeur de symboles, hein, vous voyez de nouveau, c'est le contre-positionnement par rapport à la linguistique chomskienne, qu'il n'est pas, comment on pourrait traduire, ça n'est pas juste un détail, disons, pour l'esprit que nous ayons des corps, et que la capacité de comprendre et de penser d'une manière significative va bien au-delà de ce qu'une machine peut faire. Alors, vous voyez que d'emblée, l'approche de la notion de catégorisation est vue contre une perspective selon laquelle les catégories existeraient dans la nature. Ce que Lakoff vise ici et contre quoi il se positionne et qu'il nomme l'objectivisme, c'est l'idée que les catégories existeraient dans la nature et que nous, êtres humains, nous ne ferions que repérer des catégories existant dans la nature. Or, sa perspective, qu'il appelle donc
expérientialiste consiste à considérer que la façon dont nous catégorisons dépend aussi de nos corps et de ce qui se passe dans notre esprit. Ça, c'est le contexte général du travail. Alors, je vais aborder cette question de la catégorisation à partir d'un exemple concret qui est celui de la couleur, de la catégorisation de la couleur. Non seulement parce que ça permet de bien comprendre ce qui est en jeu dans la question de la catégorisation et dans cette opposition entre catégorisation dans la nature, catégorisation faite par l'esprit humain, mais aussi parce que la question de la catégorisation des couleurs a joué un rôle dans l'histoire du concept de catégorisation en linguistique cognitive. Alors, vous savez que la couleur, les différentes couleurs n'existent pas dans la nature, puisque les longueurs d'onde qui arrivent à notre système visuel varient d'une manière continue, depuis de faibles longueurs d'onde jusqu'aux fortes longueurs d'onde, jusqu'aux longueurs d'onde élevées du côté du rouge. Donc, dans la nature, il y a un continuum des couleurs en termes de longueur d'onde, en termes purement physiques, si vous voulez. Mais, nous percevons bien, non pas une continuité, alors nous percevons une continuité, nous pouvons voir qu'il y a par exemple une couleur qui passe doucement du bleu au vert, mais nous percevons tout de même une discontinuité des couleurs. Il y a du bleu, du vert, du rouge, etc. etc. D'accord ? Donc nous catégorisons les couleurs. Alors, comment nous catégorisons les couleurs ? Grâce à notre système cognitif qui analyse, si vous voulez, les longueurs d'onde issues de la réflexion de la lumière sur les objets. Donc, par exemple, ici, on a une pomme qui est éclairée, disons, par la lumière du soleil. L'objet absorbe certaines longueurs d'onde et ne laisse passer que certaines autres. Et il y a dans le cerveau un système qu'on appelle de cônes et de bâtonnets, qui sont des cellules qui déchargent uniquement pour certaines longueurs d'onde. Donc ici, il y en a trois, celles qui déchargent pour les longueurs d'onde plutôt grandes, longues, plutôt moyennes et plutôt petites. Donc là, dans le cas du rouge, on va avoir uniquement ces cellules qui détectent les grandes longueurs d'onde qui va être activée parce que les longueurs d'onde plus basses auront été absorbées par l'objet. Et c'est le signal qui est issu des cônes et des bâtonnets, donc dans le système visuel, qui va être transmis au cerveau dans le lobe occipital, qui est donc le lobe dans lequel sont traitées les informations visuelles, qui va vous permettre d'avoir cette sensation de rouge, ou tout au moins de le catégoriser en disant c'est du rouge. Bien. Alors, la discontinuité que présuppose notre expérience des couleurs, puisque nous avons bien une expérience discontinue des couleurs, elle n'est donc pas dans le monde externe, dans la nature, si on veut, mais elle est produite par notre système cognitif. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette production des couleurs par notre système cognitif, le fait que notre système cognitif nous permette d'avoir des impressions de couleurs, est-ce que ce processus est universel ? C'est-à-dire, est-ce que ce processus est entièrement descriptible par les caractéristiques de notre système perceptif et cognitif ? Ou bien, est-ce que les impressions de couleurs dépendent de propriétés linguistiques, c'est-à-dire des termes de couleurs existants dans les langues qui vont nous faire percevoir la réalité d'une certaine façon. Alors, on a donc ces deux hypothèses. L'hypothèse universaliste qui consiste à dire que tous les êtres humains perçoivent les couleurs de la même façon, donc là où le facteur cognitif est considéré comme déterminant, comme le plus important, et puis l'hypothèse relativiste, alors là dans une formulation forte,
qui consiste à dire que nous percevons les couleurs selon le vocabulaire de couleurs dont nous disposons, dont nous avons hérité en apprenant telle ou telle langue. Alors, un exemple classique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, plus en détail, que j'emprunte à cet article, évidemment, où vous reconnaîtrez l'allusion 50 Shades of Grue. Alors, Grue, c'est le mélange de green et de blue, mais c'est aussi une allusion à un roman. Bon, bref. Vous voyez, en japonais, alors, est-ce qu'il y a des étudiantes japonaises ici? Non, peut-être pas. Hein. Bon, manifestement, en japonais, il y a un seul mot pour dire le bleu et le vert. En anglais ou en français, vous avez donc un mot pour le vert, un mot pour le bleu. Mais en russe, vous avez deux noms différents pour deux types de bleus différents. Alors là, il apparaît un peu violet, mon bleu, mais c'est un bleu foncé, disons, Sini et Goluboy. Alors, donc on a bien des différences entre les langues, mais est-ce qu'on perçoit tous la même chose, mais simplement on ne le nomme pas, ou est-ce que vraiment on ne perçoit pas la même chose? C'est ça la question. Alors, je dis quelques mots sur la question du relativisme, parce que c'est un problème, d'ailleurs pas seulement un problème en linguistique, c'est un problème général des sociétés contemporaines, le relativisme, mais voici comment Worf, qui est donc l'auteur que l'on cite généralement lorsque on parle de cette question du relativisme, sous la dénomination parfois de l'hypothèse de Sapir-Whorf, dite de Sapir-Whorf. Alors voici comment Worf expose son point de vue relativiste. Je le cite, le système linguistique d'arrière-plan, autrement dit, en d'autres termes, la grammaire. Le système linguistique d'arrière-plan de chaque langue n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées, mais il est lui-même formateur d'idées. Le programme est le guide de l'activité mentale de l'individu, de son analyse des impressions, de sa synthèse de ses ressources mentales. La formulation d'idées n'est pas un processus indépendant, strictement rationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à une autre dans des proportions plus ou moins grandes. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. C'est ça peut-être la formulation la plus claire du relativisme. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Là, vous reconnaissez bien sûr la position objectiviste qui est contestée par Lakoff dans le livre dont je parlais il y a un instant. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions qui doit être organisé par nos esprits, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. Nous sommes ainsi confrontés à un nouveau principe de relativité. Alors, bon, il fait allusion à la relativité d'Einstein, mais ça n'a strictement rien à voir, selon lequel les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc, vous voyez que dans cette citation, vous avez à la fois l'idée que l'impact des langues sur le système cognitif fait que nous ne percevons jamais que les catégories, etc., ne sont pas dans la nature. Mais il y a aussi cette idée que notre pensée n'est pas non plus indépendante des langues. C'est-à-dire que notre façon, si vous voulez, cette perspective s'oppose à l'idée selon laquelle nous aurions, c'est une idée ancienne, disons, selon laquelle nous aurions une sorte de système des idées complètement indépendant des langues, un système, mettons, conceptuel. Et puis ensuite, une fois qu'on a son idée dans sa tête, on la formule dans une langue ou dans une autre, mais au fond, peu importe, c'est la même idée qui sera dans une langue ou dans une autre. Aujourd'hui, on est évidemment beaucoup plus sensible au fait que les différences de formulation dans les langues impliquent en réalité des différences de conceptualisation. Alors, il y a, mais ça on en a déjà parlé plusieurs fois, à la fois du commun et du différent dans les conceptualisations. Mais alors, vous voyez qu'ici, on a vraiment la formulation du point de vue relativiste. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Ici, c'est un relativisme linguistique, puisque c'est
la langue qui est considérée comme étant le facteur déterminant de notre perception des catégories, etc. Mais il y a un relativisme qui peut être beaucoup plus, par exemple, subjectiviste. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, il est très difficile disons que, pour le dire simplement, mais c'est un sujet dans lequel je ne vais pas m'engager, l'universalisme a très mauvaise presse aujourd'hui. Hein. En général, les positions dites universalistes sont contestées au motif que nous sommes tous pris dans des déterminations culturelles et au fond qu'il n'y a pas de vérité du tout. Il n'y a pas de vérité sur le monde puisque chacun a sa vérité. Le discours de la science est lui-même un discours particulier dont le régime de vérité dépend de mécanismes de pouvoir, etc., hein, dans une perspective donc qui est affiliée à certaines propositions de Foucault, mais je ne pense pas que Foucault aurait dit les choses de cette façon-là. Grosso modo, nous vivons dans un monde qui considère que la vérité est un concept inutile ou presque tabou. Hein. Alors, je précise tout de suite que, en tout cas, ça n'est pas ma position. Je pense qu'il faut effectivement faire attention aux essentialisations, disons, trop rapides, et que, bien sûr, certaines catégories ne sont pas dans la nature complètement, mais sont dans les représentations, etc. Mais il existe tout de même des structurations qui sont dans la nature et qu'on essaie d'observer dans une démarche scientifique de la manière la plus rationnelle possible. Hein. Alors, sans forcément réussir à les atteindre, ces vérités, mais en s'y approchant dans une démarche scientifique, collective, etc., etc. Alors, je fais cette petite parenthèse parce que vous aurez sans doute entendu autour de vous cette idée. Le relativisme, si vous voulez, commun, quelconque, consiste à dire ben, tu as ton idée, moi j'ai la mienne, et c'est bon, c'est pas la peine de chercher la vérité, nous avons chacun notre opinion, point. Mais s'il n'y avait pas des choses dont on peut s'assurer vraiment, bah, je ne sais pas, les sciences, on n'aurait jamais pu construire des avions, on n'aurait jamais pu soigner certaines maladies, si tout ça n'était qu'une question de point de vue. Il y a bien à un moment donné, on ne peut pas se passer d'un concept de vérité. Bon, c'est un large débat, je le dis simplement en passant parce que, effectivement, là j'ai l'air de défendre le relativisme en adoptant cette perspective cognitive, mais ça n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des facteurs relativistes qu'on renonce complètement à l'existence de vérités objectives. Alors, cette théorie des couleurs, ce problème des couleurs a été étudié dans la perspective de la linguistique cognitive par Berlin et Kay dans un livre intitulé Basic Color Terms, qui date de 69, donc qui est précoce hein, dans les études par rapport à l'histoire des linguistiques cognitives. Vous voyez que c'est antérieur aux années 80 dont on a parlé, mais c'est un livre qui a beaucoup inspiré, disons, les travaux ultérieurs, et notamment donc le travail de Lakoff dans ce livre sur la catégorisation. Alors, pour étudier ce problème de la catégorisation des couleurs et l'impact des langues sur la perception, etc., Berlin et Kay ont étudié un certain nombre de langues, donc une vingtaine de langues étudiées sur le terrain, et puis ils ont emprunté des données qui étaient disponibles hein, dans des études qui avaient été faites avant eux sur 78 langues pour donc regarder le vocabulaire des couleurs donc vous voyez dans une petite centaine de langues différentes. Alors, de l'ensemble de ces langues, il tire l'idée qu'il y a 11 termes basiques de couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un terme basique de couleur? Pour qu'on puisse parler d'un terme basique de couleur, il faut qu'il soit monolexémique, donc c'est-à-dire qu'il y ait un seul mot, hein, par exemple bleu foncé, bleu clair, etc. Il faut que ce soit un seul mot, bleu. Il ne doit pas être un sous-ordonné,
c'est-à-dire, par exemple en français, écarlate, c'est une sorte de rouge. Donc écarlate n'est pas un terme basique, mais rouge est un terme basique. D'accord ? Et il ne doit pas être d'application restreinte à un domaine. Blond, par exemple, en français, se dit que des couleurs de cheveux, grosso modo. Il doit être aussi psychologiquement saillant, c'est-à-dire que quand on demande d'identifier des couleurs à des gens dans des tests psychologiques, ces mots doivent arriver facilement, d'accord ? Ils sont facilement élicités. Bien, alors quand on part de ces critères-là, et donc qu'on élimine toutes les couleurs, tous les multiples noms de couleurs, mais qui ne correspondent pas à des couleurs de base, on arrive pour eux à 11 termes basiques de couleurs. Et ces 11 termes basiques de couleurs s'organisent d'une certaine façon, qui est la suivante. C'est-à-dire que vous avez donc, quand vous avez 11 termes de couleurs, ces couleurs ont une logique. C'est-à-dire que si vous n'avez que 2 termes, en général, vous avez un terme pour le blanc, un terme pour le noir. Si vous avez 3 termes, vous aurez blanc, noir et rouge. Si vous avez 4 termes, le 4e terme sera vert ou jaune. Si vous en avez 5, ce sera blanc, noir, rouge, vert, jaune. Ensuite, il y aura le bleu, éventuellement, qui va s'ajouter, etc. D'accord ? Donc, le nombre de couleurs dans les langues n'est pas aléatoire. Il obéit à une sorte de logique propre. Et donc, il y a des couleurs focales qui... Alors, ça, c'est une notion supplémentaire, c'est que parmi les différentes nuances de rouge, dans toutes les langues, il va y avoir un rouge qui va être le rouge typique, prototypique. Hein. C'est en fait l'origine de la théorie des prototypes. La couleur focale, c'est que un bleu, un vert, etc., a une teinte qui est privilégiée, pour qu'on puisse parler de cette couleur. Bon, c'est ça la couleur focale. Alors, évidemment, cette étude a eu un grand impact, mais en réalité, aujourd'hui, et là je cite un article très très intéressant d'un auteur que j'ai déjà mentionné, Jean-Michel Fortis. Je vous avais déjà dit, c'est en France c'est un spécialiste d'histoire des idées linguistiques qui s'est spécialisé dans l'histoire du cognitivisme, et tout ce qu'il a écrit en français est absolument remarquable. Donc, je le cite ici à propos donc de cette fameuse hypothèse des couleurs. Cette citation indique que la méthodologie et les résultats de Berlin et Kay posaient toutes sortes de problèmes. Alors, je cite, d'une méthodologie discutable, alors notamment sur le choix des informateurs, parfois infidèle à ses propres règles dans la sélection des termes de base. Alors, il semblerait que lorsqu'on examine précisément comment ils ont sélectionné les termes de base, ils n'ont pas suivi eux-mêmes les règles qu'ils ont données, pleine d'erreurs de toutes sortes, qui ont été repérées par un certain Sanders en 92, accusés de redécrire les données disponibles pour les conformer à l'hypothèse de départ, ce qui n'est pas très scientifiquement éthique. L'étude de Berlin et Kay n'en a pas moins reçu un accueil globalement favorable. Donc, vous voyez que dans certains cas, les faiblesses d'une étude n'empêchent pas son impact. Hein. C'est assez curieux, mais c'est le cas. Parce qu'il y avait quand même quelque chose, peut-être, de juste dans la démarche, si vous voulez, pas forcément dans les résultats précis. Sa valeur a été amplifiée par le succès de la théorie du prototype et sa réduction à un modèle neuropsychologique de développement postérieur qui ont contribué à la légitimer. Elle a connu depuis de multiples modifications sans que ses fondements aient été remis en cause par ses auteurs. Donc, ce que Fortis ici pointe notamment, c'est cette idée que, j'annonçais tout à l'heure, que cette étude sur les couleurs a annoncé la sémantique du prototype, hein, et en particulier à partir de la notion de couleur focale. Alors, la théorie du prototype est due à une auteure très célèbre qui s'appelle Eleanor Roche, qui avait travaillé sur une population de Nouvelle-Guinée, les Dani, et qui avait étudié les couleurs chez les Dani. Je cite à nouveau un petit passage, mais enfin je ne vais pas le citer, on va commenter, un passage de Fortis qui décrit un petit peu la façon dont Roche a abordé cette question des couleurs.
Donc, l'objectif de Roche était de mettre à l'épreuve l'hypothèse de Sapir-Whorf, donc l'hypothèse du relativisme, donc de vérifier, d'une part, alors, si leur mémoire des couleurs est différente de celle des anglophones, ce qui, dans ce cas-là, montrerait qu'il y a une influence de la langue dans la perception et dans la mémorisation des couleurs. Et puis, par ailleurs, partant de l'idée que leur langue est dépourvue de noms stables pour les couleurs focales, et donc qu'ils sont d'une certaine façon vierges à cet égard, eh bien, Eleanor Roche leur a enseigné différentes façons, enfin différents noms de couleurs à différents groupes, oui, pour voir si, comment dire, les différentes partitions de couleurs étaient plus facilement mémorisées lorsqu'elles correspondent aux discriminations naturelles mises en évidence par Berlin et Kay. Alors, cette étude de Berlin et Kay, elle tente à montrer tout de même qu'il y a quelque chose d'indépendant des langues là-dedans, dans la dénomination des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a une logique des couleurs qui dépend, alors, probablement donc de la structuration générale de notre système visuel. Alors, pour revenir à des études plus récentes, je vous propose d'examiner cette étude qui date donc, qui est récente, hein, qui date de 2006-2007, sur justement les deux bleus en russe dont on a déjà parlé, hein, Sini et Goluboy. Et donc, comment dire, cette étude va nous permettre de montrer que, au fond, comme c'est le cas très souvent, il n'y a pas une solution simple. Ce n'est pas que l'influence de la langue ou que le système perceptif. Vous allez voir. Alors, voici comment les auteurs résument leur article. Les termes de couleurs anglais et russe divisent le spectre des couleurs différemment. À la différence de l'anglais, les Russes font une distinction obligatoire entre du bleu clair, Goluboy, et du bleu plus sombre, Sini. Nous examinons si cette différence linguistique conduit à des différences dans la discrimination des couleurs, autrement dit au plan perceptif. Nous avons testé des locuteurs anglais et russes dans une couleur, dans une tâche de discrimination de couleurs, donc en mesurant la vitesse de discrimination, en utilisant des stimuli bleus qui se situaient entre le bleu nommé Sini en russe et celui qui est nommé Goluboy. Nous avons trouvé que les locuteurs du russe étaient plus rapides pour discriminer les deux couleurs quand elles tombent dans les deux catégories linguistiques du russe, donc Sini et Goluboy, que lorsqu'elles sont dans une seule et même catégorie. En outre, cet avantage catégoriel était éliminé par une tâche verbale, mais pas une tâche spatiale. Je vais vous montrer après le détail de l'étude. Hein. Ces effets sont plus forts pour des discriminations plus difficiles, par exemple quand les couleurs sont perceptuellement plus proches, que pour donc les discriminations faciles. Les locuteurs anglais testés avec des stimuli identiques n'ont pas montré d'avantage catégoriel dans aucune des conditions. Donc ces résultats montrent que, premièrement, les catégories du langage affectent notre performance dans des tâches de perception de couleurs simples, mais que l'effet du langage, l'effet linguistique, est seulement online. Alors, je vais vous expliquer ça en détail. Donc, cette étude montre tout de même qu'il y a bien un impact des facteurs linguistiques, donc des discriminations effectuées par les dénominations des couleurs,
sur la perception, mais que cet impact n'est pas, comment dire, définitif. Il ne structure pas votre système cognitif d'une manière définitive. Il est online. Alors, voici comment l'étude se présentait. Donc, ils ont fonctionné avec des échantillons de 20 teintes de couleurs. Hein. Et puis, l'étude consistait à dire, alors là, évidemment, dans la projection, on ne voit pas tellement les différences, mais je suppose qu'ils ont fait cela sur des supports papier. Eh bien, donc, le protocole expérimental consistait à demander aux locuteurs, russes ou anglais, de dire laquelle de ces deux couleurs était la plus proche de celle qui est en haut, donc du modèle. Et c'est là où on constate donc que, alors vous avez là les résultats dans cette figure, entre les locuteurs du russe à gauche et les locuteurs de l'anglais à droite. Ce sont les temps de réaction pour la discrimination des couleurs. Donc, vous voyez que, quelles que soient les situations, les temps de réaction sont beaucoup plus courts pour les locuteurs de l'anglais, parce que eux, de toute façon, il est clair qu'ils n'ont pas d'hésitation entre différents types de bleu. Hein. Donc, là, en gris et en blanc, est-ce qu'on est dans une même catégorie de couleurs, bleu, vert, etc., ou dans des catégories différentes, non, pardon, entre les deux types de bleu, pardon, les deux catégories, les deux types de bleu distingués en russe, ou dans la même catégorie, mais avec des nuances différentes. Et ici, vous voyez que les temps de réaction, grosso modo, des Russes, quels que soient les sites, enfin, dans tous les cas, dans tous les contextes, sont supérieurs à ceux de l'anglais. Donc, ça signifie déjà rien que ça, ça signifie qu'il y a un impact sur la discrimination des couleurs. Et le deuxième aspect de l'étude, donc qui montre que cette discrimination n'existe que sur un plan, disons, online, c'est que dans une deuxième étape, ils ont fait faire cette tâche en perturbant l'expérience par une deuxième tâche à faire en même temps, soit une tâche spatiale, soit une tâche verbale. D'accord ? Et dans le cas où la deuxième tâche à faire est spatiale, vous voyez que les résultats ne changent pas du tout. Mais lorsque la deuxième tâche à faire est verbale, c'est-à-dire lorsque votre système cognitif, dans ses aspects verbaux, est utilisé pour autre chose, tout en faisant la tâche de discrimination de couleur, alors là, la situation s'inverse complètement, et le temps de réaction, lorsque vous êtes entre deux catégories, augmente. Autrement dit, cet impact des couleurs, cet impact de la dénomination des couleurs dans la langue russe joue un rôle lorsque on est dans des situations de dénomination spontanée, mais lorsque le système cognitif, disons pour le dire simplement responsable du langage, est utilisé par ailleurs, donc lorsque vous n'utilisez pas vos ressources linguistiques, vous accédez au même type de discrimination que les autres, c'est-à-dire vous ne faites plus la différence entre les deux bleus. Ce qui signifie que vous avez une préférence en quelque sorte perceptive lorsque vous êtes russe pour voir les deux couleurs là où des Français ou des Anglais n'en voient qu'une seule, du bleu, mais cette préférence perceptive en quelque sorte n'est pas impérative. Dans certaines conditions, vous pouvez très bien percevoir les choses différemment. Alors, le bilan donc qu'on peut tirer de cet ensemble de remarques est le suivant. Le cas de la catégorisation des couleurs
est intéressant parce qu'il est vraiment exemplaire de cette situation dans laquelle vous avez d'une part une continuité du monde externe, mais une discontinuité de l'expérience, en l'occurrence là de l'expérience des couleurs. Donc les études type classique sur la question montrent d'une part que les paramètres linguistiques ne sont pas complètement arbitraires, ils sont conditionnés par les propriétés corporelles, c'est-à-dire cognitives, donc le système de la perception visuelle, c'est ce qu'on a vu avec l'étude de Berlin et Kay. On voit notamment que certains échantillons de couleurs sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres. C'est la notion de couleur focale qui a donné l'idée de prototype. Ce que le sujet perçoit dépend donc de son appareil cognitif, mais aussi bien sûr des propriétés du monde externe. Évidemment, la nature de la couleur, de la lumière qui va provoquer la perception de l'éclairage, de la couleur, va jouer un rôle, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout est fabriqué par votre système cognitif, mais il y a une interprétation des données externes. Donc, les catégorisations linguistiques de la couleur reflètent des propriétés générales de notre système cognitif, mais les catégorisations linguistiques de la couleur ont un impact sur les processus perceptifs. Donc, dans le cas qu'on a examiné rapidement avec cette étude, qui est accessible sur Internet, vous pourrez regarder. Si je dispose de 2 termes pour le bleu en russe, je discrimine plus facilement ces 2 catégories à condition que j'active mes compétences linguistiques, c'est-à-dire online. Et donc, ces travaux sur les couleurs sont loin d'être terminés. Il y a toutes sortes d'études en cours sur le rôle des habitudes culturelles relativement aux couleurs, sur le rôle du symbolisme phonétique des couleurs. Oui, vous aviez une remarque. Je ne comprends pas très bien la conclusion par rapport au graphique qu'on vient de voir. Oui. L'avant-dernier paragraphe. Oui. Je discrimine plus aisément ces catégories si j'active des compétences linguistiques. Oui, c'est-à-dire que ce que montre cette expérience, c'est que la discrimination entre les 2 types de bleu, qui est en fait vue indirectement dans l'expérience, puisqu'elle est vue par ressemblance à un échantillon général. Donc, la discrimination entre les 2 types de bleu, Sini et Goluboy, est plus naturellement faite par les locuteurs du russe, disons. Elle est plus naturellement faite par les locuteurs du russe parce qu'ils ont cette distinction dans leur langue. Mais à condition que leur système linguistique, cognitivement, soit disponible, activé. Si une tâche verbale faite parallèlement à l'expérience de discrimination de couleur les occupe sur une autre, et donc que le système linguistique est moins disponible, eh bien là, ils perdent cette faculté de discrimination des 2 couleurs. Oui ? Dans le cas du daltonisme, ah oui. Alors là, c'est un autre problème parce que là, c'est le système perceptif lui-même qui est modifié et les daltoniens utilisent les noms de couleurs disponibles dans une langue donnée, mais perçoivent différemment. Donc là, le problème, il est lié vraiment, il est de bas niveau, il est lié au niveau perceptif uniquement. Le perceptif est au niveau du traitement cognitif des couleurs, mais en tout cas, dans ce cas, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il n'y a pas d'influence de la langue, mais un daltonien, par exemple, il ne fait pas la différence entre... Oui, c'est un cône qui ne marche pas, d'accord. Eh bien, ça le conduit à, je crois, à ne pas, il faudrait que je vérifie, mais à ne pas faire de différence de couleur là où on en fait habituellement. D'accord ? Donc, il y a certains termes de couleur qu'il peut utiliser, je pense. Mais il faudrait voir effectivement comment ils s'en sortent.
Il faudrait que je vérifie ça, hein, pour pouvoir vous répondre plus précisément. Oui? Ce qui est intéressant d'après moi, c'est que, on peut dire, moi je vais distinguer des utilisations des couleurs, des différentes couleurs dans des différentes périodes de la langue. Ah oui, c'est vrai que vous avez, vous, votre Par exemple, travail. En grec ancien, il y avait la couleur azur. Alors là, comme on dit Côte d'Azur, l'équivalent qui annonce. Et parce que les noms qu'on utilise maintenant, c'est les blés qui est un emprunt français. Et l'autre couleur, on n'utilise plus. Il y a comme mot pour décrire, mais vraiment pour décrire soit des objets de telle couleur, alors des objets anciens, de cette couleur, ou dans des usages vraiment très précis, comme pour une équipe de football, où on dit par exemple une équipe rouge et azur, comme ça. Mais en fait, c'est un mot qu'on n'utilise plus parce qu'on utilise la couleur bleue, mais les teintes ne sont pas les mêmes. Alors, on ne perceptionne pas les couleurs de la même manière. Et ça me paraît bizarre. Oui, ça me paraît bizarre. Parce qu'une autre chose qu'on a, on apprend par exemple des... non, mais ça, c'est comme le cas que vous avez donné l'exemple d'un mot sous-ordonné. Oui. Il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres. Voilà. Là, on parle plutôt de termes basiques de couleurs. Et en l'occurrence, la distinction du russe entre Sini et Goluboy, ce sont a priori des termes basiques. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai sur cette étude au début du cours prochain pour essayer de vous réexposer cela peut-être d'une manière plus claire. D'accord ? Merci de votre attention et à la semaine prochaine.